Bonjour, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Frika TV. Bienvenue à cette édition de Economy First sur votre télévision préférée. Au menu des échanges de ce jour, l'épidémie du coronavirus et ses conséquences sur l'économie africaine. Depuis l'apparition des premiers cas en Chine, en fin d'année dernière, tous les pays de la planète se trouvent mobilisés en raison des dégâts humains et matériels qu'elle engendre, surtout ces dernières semaines. Dans le classement des pays les plus affectés, vient en tête la Chine, suivie de l'Italie, la Corée du Sud et l'Iran. L'empire du milieu, que l'on considère encore comme étant l'usine du monde, se trouve ainsi au centre d'une épidémie dont les conséquences vont affecter tout le monde entier. Bien qu'étant le continent le moins affecté par la maladie, l'Afrique se présente comme le continent qui subit la majeure partie des conséquences de cette épidémie en raison de ses relations économiques et commerciales avec la Chine. Pour tenter de comprendre la problématique de l'impact du coronavirus sur les relations d'échange entre la Chine et le continent africain, nous recevons sur ce plateau M. Germain Salah. Bonjour une fois de plus, M. Salah, et bienvenue sur Frika TV. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, il faut rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes économiste et juriste, spécialiste des questions du commerce international. Vous êtes également chef d'entreprise, c'est bien ça? Oui, on peut dire merci, c'est bien ça. Alors, M. Salah, nous allons commencer immédiatement par la première question qui est celle-ci. En quoi est-ce que l'épidémie du coronavirus peut-il impacter l'économie? Alors, que je reprenne la question. À quoi est-ce que l'épidémie du coronavirus, qui est une question purement de santé, peut-il impacter l'économie de l'Afrique et plus précisément l'économie du Cameroun? Merci. Il faut dire que l'économie, l'épidémie du coronavirus n'impacte pas seulement le continent africain ou alors le Cameroun. Il faut dire que l'impact est au niveau mondial. Tout à fait. Et la raison est fort simple. Vous savez qu'aujourd'hui, la Chine, n'est-ce pas, est le centre économique du monde. Tout à fait. Et donc, la plupart des pays du monde, voire tous les pays du monde, commercent avec la Chine. Tout à fait. Et donc, lorsque ce pays-là se trouve dans des difficultés, comme les difficultés actuelles avec le coronavirus, il faut donc dire que toutes les parties du monde seront impactées. Et vous voyez aussi à peu près, si vous voulez, l'allure ou à la vitesse tout à fait. avec laquelle le virus est en train de se propager sur la planète. Bien sûr. Et ça, c'est parce que effectivement, ça se passe en Chine. Et au regard des relations que la Chine a avec toutes les parties du monde. Tout à fait. Et vous conviendrez avec moi que si cette épidémie-là se déroulait peut-être dans une autre partie du monde qui n'a pas de relations très étroites avec la Chine, je crois qu'on n'aurait pas atteint, n'est-ce pas, le niveau de propagation qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est pour vous montrer effectivement l'importance, n'est-ce pas, de ces relations-là, le fait que ça soit en Chine. Et donc, vous voulons imaginer que, parce que c'est en Chine, effectivement, au regard des relations que la Chine a avec, n'est-ce pas, un ensemble de pays du monde, l'impact va être très considérable. Maintenant, si on revient au niveau de l'Afrique et du Cameroun, vous conviendrez avec moi que de plus en plus, la Chine a des relations économiques très étroites avec le continent africain. Tout à fait. Et avec le Cameroun. Et donc, de différentes manières, soit parce qu'effectivement, nos pays se ravitaillent, n'est-ce pas, en Chine, ou alors parce qu'effectivement, la Chine vient, n'est-ce pas, acheter nos matières premières en Afrique. Donc, il y a donc des relations d'interdépendance. Et donc, il y a le brassage, n'est-ce pas, des populations. Tout à fait. Et donc, cela fait en sorte donc que on va assister à un ensemble de conséquences, aussi bien du côté de l'Afrique
que du côté, n'est-ce pas, de la Chine. Tout à fait. Donc, il faut regarder, il faut voir les conséquences des deux côtés. Maintenant, je pense que ce n'est-là va être davantage négatif parce qu'il y aura, au niveau des entreprises, beaucoup de manque à gagner. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Que ce soit du côté de la Chine, que ce soit du côté de l'Afrique. Tout à fait. Et particulièrement pour des entreprises qui ont des relations très directes avec la Chine, que ce soit en termes d'exportation ou alors en termes d'importation. Tout à fait. Et si vous suivez très bien l'actualité, vous allez voir que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'États même revoient leurs prévisions de croissance. Ça c'est vrai, ça voilà. c'est vrai. Et vous avez aussi que beaucoup d'États aussi sont en train de mettre en place les mécanismes de soutien Tout à fait. à leurs entreprises. Et vous savez qu'il y a des entreprises qui parfois font 100% de leur chiffre d'affaires avec peut-être la Chine. Tout à fait. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont implantées en Chine. Tout à fait. Et qui effectivement sont implantés en Chine et qui vendent à travers le monde. Il faut préciser d'ailleurs, si vous permettez, M. Salah, voilà, que dans cette logique, l'Allemagne, par exemple, en raison de l'impact négatif de l'épidémie du coronavirus, le gouvernement allemand a mis sur pied une mesure pour soutenir les entreprises. Et la première, cette Allemagne-là, qui est la première puissance économique en Allemagne, la première mesure, c'est le prêt de l'argent en liquide aux entreprises pour pouvoir un peu soutenir, une sorte de faire de la perfusion sur leur trésorerie, à environ 12,8 milliards d'euros sur 4 ans d'investissement dans les infrastructures auprès de ces entreprises-là. Et une fois de plus, pour les entreprises qui sont touchées, qui se sentent directement impactées par la maladie du coronavirus et dont les personnels sont appelés à observer des congés, l'Allemagne aussi leur apporte un soutien jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires afin de leur permettre quand même de résorber ce problème qui est plus ou moins international ou bien qui est plus ou moins planétaire et dont la plupart des entreprises sont en train de subir actuellement. Donc voilà oui, parce que nous ne mesurons pas le niveau de relation qui existe de plus en plus entre les acteurs économiques chinois et le reste du monde. Il y a une certaine interprétabilité qui fait en sorte que vous avez des entreprises qui, dans un ensemble de pays du monde, qui ne vivent que grâce au marché chinois. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous devez comprendre que nous sommes en début d'année. Les entreprises ont fait un ensemble de prévisions. C'est-à-dire qu'au premier trimestre, ils savaient que bon, je vais avoir un chiffre d'affaires de temps. Mais vous avez donc votre marché qui est complètement fermé, coupé du monde. Tout à fait. Vous imaginez donc que vous ne pouvez même plus travailler, vous ne pouvez même plus exercer. Bien entendu. Donc, que ce soit ceux qui sont sur place en Chine, vos partenaires ou bien vos collaborateurs, que ce soit vous-même qui êtes hors de la Chine. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très... C'est grave pour les entreprises. Bien entendu. Jusqu'à hier, l'Italie était en train de prévoir 7 milliards d'euros pour soutenir son économie. Et malheureusement, l'escalade que l'épidémie a pris dans son pays, ils étaient obligés complètement de développer une politique de confinement et que tout le monde reste à la maison, de sorte que s'il y a des personnes qui sortent, ce sera absolument pour des cas professionnels bien précis ou bien pour des cas de santé majeurs. Pour dire effectivement que ça devient de plus en plus crucial. Et aux États-Unis également, le président Donald Trump a pris des mesures pour pouvoir davantage soutenir l'économie de la nation à cause de la gravité de cette maladie. Ah oui, vous avez suivi hier, toutes les bourses se sont effondrées presque. Tout à fait, tout à fait. C'est un détail important. New York, à Francfort, de Francfort à Tokyo, de Kyoto à Paris, c'est effroyable. Et on redoute une crise financière et qui peut aboutir, n'est-ce pas, à une crise économique. Tout à fait. Comme celle de 2008. Tout à fait. Donc, ce qui fait que tous les analystes du monde, effectivement, on scrute au jour le jour, n'est-ce pas, ce qui se passe et sur la propagation du virus. Parce que, effectivement, si ça continue de la sorte, vous avez effectivement l'Italie qui a fermé,
vous avez, si vous suivez un peu la propagation au niveau de la France, vous êtes sûr que si ça continue comme ça, et d'ici peut-être quelques jours aussi, la France va commencer à fermer ses frontières. Il faut préciser à votre suite, M. Salah, que la France est la deuxième république européenne la plus touchée par ce fléau du coronavirus. Tout à fait. Donc vous pouvez donc imaginer donc que bon, si c'est la France qui est aussi un des partenaires des pays africains, n'est-ce pas, si ça affecte aussi la France, et ça va aussi affecter la France parce que vous pouvez imaginer qu'actuellement, il y a des gens qui pouvaient avoir leur déplacement d'affaires en France, en Europe, qui ont effectivement reporté, n'est-ce pas, ces déplacements d'affaires. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, quand vous regardez tout cela, vous imaginez que ça va être quelque chose de terrible pour les entreprises. Naturellement. Parce que l'économie moderne, n'est-ce pas, l'économie moderne a pour leitmotiv le déplacement, n'est-ce pas, des personnes, le déplacement des facteurs, n'est-ce pas, de production. Que ce soit les facteurs humains, que ce soit les facteurs de production. Donc, on peut donc imaginer ce que cela va engendrer lorsque les gens n'ont plus la possibilité, n'est-ce pas, le seul facteur pour nous, la possibilité de se déplacer. Effectivement, donc, ça va remettre en cause toute l'économie, n'est-ce pas, mondiale. Tout à fait, M. Salah. Je pense quand même bien qu'avec tous ces différents éléments, vous parlez de déplacement et on devrait rappeler à nos téléspectateurs qu'actuellement, l'un des secteurs les plus touchés par ce problème de coronavirus, cette épidémie, c'est bien entendu le secteur aérien. Mais on n'y est pas encore. On est encore en train de scruter progressivement le contexte africain. Et parlant surtout donc de ce contexte africain, je voudrais dire que déjà plus de 100 000 décès dans le monde, l'épidémie du coronavirus continue de faire des dégâts humains importants. Les mesures de précaution sont prises dans tous les continents et l'Afrique n'est pas restée en marge de cette lutte globale. Même si le continent noir reste le moins touché parmi les autres continents, il n'en demeure pas moins qu'il en soit épargné. Alors, suivons cet élément de notre consoeur Winnie Kake, qui a donc fait un papier sur l'état de l'épidémie du coronavirus au Cameroun. Je vous prie tout simplement qu'on se retourne vers la régie pour pouvoir avoir donc cet élément qui nous est proposé par la technique. En Chine et partout en Occident, le coronavirus qui a déjà totalisé à lui seul 3300 décès dans 85 pays du monde n'avait pas encore franchi les frontières africaines. Ces derniers jours, l'épidémie n'a pas continué d'épargner les Africains. D'ailleurs, 8 pays du continent sont déjà touchés, notamment l'Algérie avec 17 cas, le Sénégal avec 4 cas, l'Égypte avec 2 cas, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie avec 1 cas et tout nouvellement le Cameroun qui a confirmé en ce vendredi 6 mars 2020 son premier cas de coronavirus à l'hôpital central de Yaoundé. Au fond, bon nombre de ces cas seraient portés par des étrangers dont les Français, les Italiens, les Anglais et bien d'autres. Loin de percevoir que ces individus seraient des espions, il faut dire tout de même que l'épidémie n'est pas sans effet sur l'économie africaine, notamment sur les flux des biens, des services et des personnes. Néanmoins, des mesures comme les dispositifs de contrôle dans les aéroports, la sensibilisation à travers les médias ont déjà été prises pour faire face à ce fléau. Monsieur Salah, après donc cet élément de notre collègue Winnie Kake, et je voudrais surtout rappeler à nos téléspectateurs qu'on était là à quelques jours seulement du premier cas détecté au Cameroun. Et si on fait le parallèle entre ce premier jour et aujourd'hui, on trouve qu'effectivement, beaucoup d'ont coulé sur le pont. Raison pour laquelle actuellement, nous allons passer immédiatement à une autre question. Je voudrais naturellement vous poser cette question. Quels sont les secteurs d'activité qui se trouvent directement impactés par l'avènement de cette épidémie sur le continent et partout ailleurs? Quels sont les différents secteurs spécifiques? Alors, globalement, nous avons le secteur déjà des transports, que ce soit le transport aérien, terrestre ou maritime. Tout à fait. Vous avez suivi, il y avait un paquebot qu'on avait bloqué, n'est-ce pas, aux États-Unis, au Japon, n'est-ce pas, parce qu'effectivement, on redoutait qu'il y avait des personnes, n'est-ce pas, qui étaient atteintes. Tout à fait. Donc vous avez le secteur du transport, vous avez suivi dernièrement aussi, le Gabon a fermé sa frontière avec le Cameroun, du moins qu'ils ont entendu, suivi que on a détecté le premier cas au Cameroun. Tout à fait, tout à fait. Vous avez aussi le secteur
du tourisme. C'est peut-être pour nous, peut-être au Cameroun, parce que le tourisme peut-être n'est pas aussi très primordial, mais dans les pays où le tourisme est primordial, je crois que c'est très très compliqué. Vous avez l'Italie aujourd'hui, qui a quand même un marché touristique très important. Qui compte beaucoup sur son tourisme. Tout à fait. Donc vous avez le secteur de tourisme avec le corollaire qui est l'hôtellerie, la restauration, voilà, les voyages, les services, ainsi de suite. Maintenant, vous avez aussi l'alimentation, parce que le secteur alimentaire qui est aussi touché. Pourquoi? Parce que non seulement il y a une ruée vers ces produits-là, parce que les personnes qui sont en confinement aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller se ravitailler. Tout à fait. En quantité importante, n'est-ce pas, pour pouvoir tenir pendant tout le temps de confinement. Tout à fait. Le temps de confinement. Donc vous avez effectivement le problème de l'agroalimentaire et qui va être sérieusement impacté. Tout à fait. Voilà. Mais vous avez aussi la finance. Parce que vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, l'économie mondiale moderne se caractérise par la mobilité. Tout à fait. La mobilité des facteurs de production, vous avez la mobilité physique, les flux, n'est-ce pas, de part et d'autre. Ça peut être des flux matériels, ça peut aussi être des flux financiers. Et donc, vous pouvez imaginer que le secteur financier va aussi être impacté parce qu'effectivement, cette mobilité-là va avoir un coût. Tout à fait. Donc, vous avez un ensemble de secteurs comme ça là, quel que soit, mais de plus en plus, pour le moment, nous avons le transport, effectivement, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, c'est ceux qui sont les premiers, vraiment, si vous voulez, les premiers secteurs victimes. Bien sûr, cela va entraîner, n'est-ce pas, tout le reste de l'économie. Ça, c'est évident, quoi. Tout à fait, comme de fil à aiguille. Prenons surtout le secteur aérien, avec le transport aérien. Ce secteur-là se trouve au top des activités vulnérables du fait de cette maladie à réputation mondiale déjà. Elles sont nombreuses, les compagnies aériennes qui ont réduit leur vol à destination des grands foyers de propagation. Nous avons pris par exemple le cas de cette compagnie anglaise, la compagnie Flybe, qui a définitivement déposé le bilan. Et nous avons également... Avec 2000 employés. Employés, effectivement. Voilà. Quel impact sur le chômage. Nous avons également cette compagnie Lufthansa, la compagnie allemande, qui souffre de grands problèmes de trésorerie et de fonctionnement actuellement à cause de cette épidémie coronavirus. Mais je voudrais naturellement vous poser cette question, M. Salah. Comment peut-on évaluer les conséquences économiques de ces suspensions de vol sur le chiffre d'affaires de ces compagnies aériennes en question? Oui, vous savez que les entreprises font un ensemble de prévisions. Si je prends les entreprises de transport aérien, elles font un ensemble de prévisions sur un ensemble de lignes données. Tout à fait. Et vous savez que les compagnies savent qu'il y a des lignes qui sont plus rentables que d'autres. Tout à fait. En fonction aussi du niveau d'activité et des stratégies qu'elles ont mises en place. Tout à fait. Et donc, si une compagnie, effectivement, son chiffre d'affaires dépendait, peut-être 40 à 50% du chiffre d'affaires dépendait, n'est-ce pas, de la desserte chinoise, vous pouvez donc imaginer que à partir de ce moment-là, puisque on peut dire que le pays il n'y a plus complètement en quarantaine. Voilà, pays en quarantaine, pas d'entrée, pas de sortie. Tout à fait, tout à fait. Donc, s'il n'y a pas d'entrée, pas de sortie, ça veut dire que toutes les prévisions en termes de vol sont complètement vouées à l'échec. Tout à fait. Et c'est là dont on va avoir l'impact, n'est-ce pas, sur les prévisions financières que l'entreprise aurait élaborées en direction, n'est-ce pas, de cette desserte-là. Et il faut surtout préciser que les restrictions aériennes ont été les toutes premières mesures à être prises en dépit de la gravité de la maladie. C'est au fur et à mesure que les gens ont pensé de réduire les rassemblements publics. Et finalement, le confinement à domicile, ce qui se trouve comme le superlatif de la mesure qui rend l'activité économique complètement morte. Oui, parce qu'effectivement, bon, entre guillemets, on dit que le virus voyage. Tout à fait. Et si vous voulez, l'un des meilleurs modes de déplacement et le plus rapide,
n'est-ce pas, c'est le transport aérien. Tout à fait. Et donc, pour limiter la provocation, l'une des premières mesures, c'est limiter les déplacements. Donc, limiter les déplacements, les rencontres des uns et des autres. Et donc, vous savez donc que lorsque les gens voyagent, c'est le voyage d'affaires, c'est le tourisme, effectivement. Et là, c'est les conférences, les gens vont se rencontrer, il y aura des regroupements, des milliers de et c'est là. Et si on n'arrête pas, n'est-ce pas, si on ne diminue pas, si vous voulez, parce que la mesure, c'est pour diminuer le fait que les gens ne se rencontrent, qu'il n'y ait pas collusion, rencontre physique. Avec possibilité de propagation de la maladie. De la maladie. Donc, ceux qui sont encore, si vous voulez, sains, vraiment, doivent rester là où ils se trouvent actuellement, au lieu d'aller chercher, n'est-ce pas, la maladie pour le ramener au pays. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on préfère donc adopter la stratégie de confinement. Tout à fait. Pour limiter. Et donc, le transport aérien, c'est le déplacement. Si les gens ne peuvent plus se déplacer, l'économie est complètement au sol. Et donc, l'avion, qui est l'instrument qu'on utilise, effectivement, va être cloué au sol. Et donc, la conséquence immédiate, c'est qu'effectivement, l'entreprise va se trouver dans les difficultés, puisqu'elle n'exerce plus son activité. Il faut avouer donc que l'activité est en arrêt. Au total, complètement. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne discute même pas. Ça veut dire que toutes les prévisions vont être... Et comme on sait que les entreprises vivent aussi à travers l'endettement, ainsi de suite, on va donc voir que ça bouleverse toutes les prévisions. Tout à fait. Ça bouleverse toutes les prévisions parce que ça va avoir des même au niveau des banques. Parce qu'effectivement, vous avez des entreprises peut-être qui ont pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis des banques. Et elles vont se retrouver dans l'impossibilité de faire face à ces engagements-là. Je voudrais surtout préciser que sur le continent, il y a de grandes compagnies comme Ethiopian Airlines, Kenya Airways ou bien Rwandais qui ont pour vocation ou bien qui ont pour particularité la route de la Chine. Voilà. Qui dessert Guangzhou, qui dessert Hong Kong, qui dessert Pékin, toutes ces grandes capitales chinoises et qui aujourd'hui sont supposés se retrouver dans cette politique de confinement. Est-ce que ce n'est pas un grand manque à gagner pour toutes ces compagnies africaines qui faisaient naturellement fortune grâce à ces déplacements vers ces destinations chinoises? Non, c'est un très grand manque à gagner et le risque, c'est que ces entreprises risquent de... si ça continue comme ça, on sait d'avoir d'autres compagnies qui vont déposer leur bilan, comme on a vu avec... cette compagnie anglaise, oui, la Flybe. Automatiquement. Parce que rendez-vous compte que si vous avez effectivement une entreprise, une compagnie qui a fait ses prévisions s'il fait des prévisions dessertes chinoises, peut-être de l'ordre de 40%, vous imaginez ce que cela va coûter? Bon, ça fait il y a presque 2 mois. En 2 mois, le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser. À côté de ça, il y a également le transport maritime, parce qu'on se rend quand même compte que les Africains qui partent en Chine partent pour ramener de la marchandise. Et aujourd'hui, l'Afrique dépend en grande partie du commerce des produits, ou bien de la vente des produits chinois. Alors, je voudrais que vous essayiez d'éclairer l'opinion sur ce que ça va avoir comme impact dans le transport maritime, avec toutes ces marchandises qui devaient partir des différents grands ports, le Guangzhou, qui devait partir par exemple de Shanghai pour se retrouver à Douala ou bien à Abidjan. Quel est l'impact économique? Ou bien comment peut-on chiffrer cela en termes de pertes au moment où les bateaux ou bien les navires africains ne pourront plus transporter ces marchandises-là? Oui, parce que vous avez déjà les navires qui étaient au départ de la Chine se sont retrouvés bloqués. Tout à fait. À l'entrée sur les ports chinois. Donc ça veut dire que il y a un premier problème qui va se poser. Est-ce que ces navires-là vont faire marche arrière avec les produits, n'est-ce pas, qui étaient transportés? Vous avez cette première problématique. La deuxième, vous avez des navires partant de la Chine qui devaient effectivement partir de la Chine pour le reste du monde. Vous avez aussi ces navires-là qui sont bloqués. Tout à fait. Peut-être les chargements étaient dans un sens comme dans l'autre. Comme dans l'autre. Donc vous voyez donc que l'une des premières conséquences, c'est que effectivement les différents marchés ne vont plus être approvisionnés à temps. Tout à fait. Et donc les marchés ne seront plus approvisionnés à temps,
Et ça va donc avoir des pertes pour, n'est-ce pas, les opérateurs économiques, que ce soit du côté chinois ou bien du côté des pays africains. Tout à fait. Deuxièmement, on risque d'avoir effectivement une flambée des prix. Parce que si les marchés ne sont plus approvisionnés à temps, il y aura pénurie. de manière mécanique, si d'ici là, peut-être quelques provisions, n'est-ce pas, quelques stocks qui existaient vont être épuisés, ce qui va, de manière mécanique, n'est-ce pas, on risque d'avoir une flambée des prix. Tout à fait. Et parfois aussi, un certain nombre d'acteurs économiques ont aussi d'arriver à une sorte de spéculation. Tout à fait. Et ça existait déjà. Parce que sur les marchés des matières premières, vous allez voir que les spéculateurs, lorsque les bourses s'effondrent, c'est parce qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup d'opérations qui vont se passer. Tout va dépendre des positions que les gens vont avoir sur les marchés. Et donc, il y aura on risque aussi d'avoir de la spéculation. Tout à fait. De la spéculation, ce qui va faire en sorte que tout cela va avoir des répercussions au niveau, n'est-ce pas, des prix sur les marchés. Et vous voyez donc que de manière mécanique, non seulement le consommateur va souffrir, mais aussi l'opérateur lui-même pourra aussi souffrir. Tout à fait. Voilà. Donc, vous voyez donc que vraiment tous les agents économiques vont se retrouver dans une situation inconfortable, surtout avec les pays qui commercent directement avec la Chine et qui n'ont pas peut-être un tissu économique local pour soutenir, n'est-ce pas, peut-être le manque à gagner, les difficultés en matière d'approvisionnement des produits venant de la Chine. D'accord. Je pense, M. Salah, que vos déclarations vont me permettre surtout de vous poser cette question-ci. Les PME africaines dépendent en majeure partie du marché chinois, comme vous êtes en train de le dire, dans la mesure où ces petites et moyennes entreprises commercialisent à fort pourcentage des produits issus de l'industrie de l'Empire du Milieu. Alors maintenant, comment est-ce que l'épidémie du coronavirus peut impacter donc sur l'économie de ces PME, dont l'économie dépend essentiellement de ces entreprises chinoises-là? Oui, il faut dire que l'impact va être, ça va peser sur ces entreprises-là. Et s'il n'y a pas, c'est pour ça qu'il faut un soutien, n'est-ce pas, de nos gouvernants. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure de l'Allemagne qui a pris devant. Je crois aussi la France, vous avez suivi effectivement qu'il y a eu une rencontre entre le ministre de l'économie en Italie. Voilà. Donc, pour soutenir, n'est-ce pas, ces entreprises-là. Parce que s'il n'y a pas ce soutien-là, et si la situation continue et la propagation continue, on va avoir, on essaie d'avoir beaucoup de dépôts de bilan de ces entreprises-là. Effectivement, au Cameroun, par exemple, nous avons le cas des vendeurs de motos. La moto au Cameroun, quand même, est la figure de proue du commerce chinois au Cameroun. Donc, voilà, vous voyez donc on essaie d'arriver, il y aura effectivement, non seulement il y aura, comme l'a relevé tout à l'heure, on pourra assister à une fluctuation des prix, n'est-ce pas, avec l'effet de la spéculation, mais aussi on essaie aussi avoir des entreprises qui peuvent déposer le bilan. Il faudrait rappeler que dans un reportage, je ne vous interromps pas, dans un reportage récemment, je pense que c'est nos confrères de Voice Africa qui ont réalisé ce reportage, ou bien Voice of America. Il relevait le fait que effectivement les motos qui coûtaient 350 000 sont passées à 450 avec un taux d'augmentation de 100 000 francs, et les motos qui coûtaient 500 000 francs, les grands modèles, sont passés à 600 voire 650. C'est pour dire qu'effectivement ce coronavirus, l'impact est déjà ressenti dans l'économie camerounaise et surtout auprès de ces PME. Oui, vous savez que lorsque des situations comme celle-là interviennent, les opérateurs économiques ont plusieurs façons d'agir. Effectivement. Lorsque nous formons souvent nos étudiants sur les marchés à terme, en parlant des spéculations, le spéculateur, lorsque lui va sur le marché, lui cherche
à réaliser un gain sur le marché. Tout à fait. Et donc, quelle que soit la situation, son objectif en venant sur le marché, c'est de chercher à réaliser des gains, effectivement, en rapport par rapport aux positions, n'est-ce pas, qu'il va prendre. Donc, lorsque des situations comme celle-là, parce qu'effectivement, on s'entend en sorte qu'il y ait rareté, qu'il y ait rareté de produits, parce que les marchés ne vont pas être davantage approvisionnés. Et donc, les stocks qui existent, les gens vont se dire, OK, par rapport aux stocks qui existent, soit je spécule, effectivement, réalise du gain. Pour réaliser des gains considérables, parce qu'effectivement, puisqu'il y a la demande, donc nous préférons effectivement. Donc, il y aura, les acteurs économiques ont un certain nombre de comportements. Tout à fait. Il y a des comportements qui sont purement économiques, aussi les comportements qu'on peut décrier. Mais tout dépend effectivement de chaque acteur économique. Mais je pense aussi que un élément, l'élément qui peut être un élément positif, ça peut aussi donner la possibilité, n'est-ce pas, aux pays africains de développer davantage, n'est-ce pas, leur industrie. Tout à fait. Parce que ça peut aussi vraiment dire, comme c'est comme ça, nous devons, pour éviter cette dépendance globale, totale, n'est-ce pas, avec la Chine, le moment est arrivé pour qu'on développe aussi, n'est-ce pas, notre industrie, pour qu'on industrialise davantage le continent. Et donc, je pense que ça peut aussi faire partie des réflexions, n'est-ce pas, que nos gouvernements peuvent effectuer dès à présent. Tout à fait. Parce que vous savez, quand il y a des situations comme ça, ça a des effets négatifs, mais ça peut aussi avoir des effets positifs. Et c'est dit, ça peut être un moment de prise de conscience. Je dis, si nous avions notre industrie, peut-être que nous aurons la secousse serait moins forte. Tout à fait. La secousse serait moins forte. Tout à fait. Nous allons certainement revenir sur ces détails parce qu'il y a une question qui traite un peu de cette problématique, M. Salah. Mais avant cela, je voudrais vous inviter à apporter des éléments. Comment comprendre donc, comment peut-on comprendre l'impact de cette épidémie également sur les recettes douanières des pays africains, mais également sur le bail, parce qu'on sait bien, ils sont plus de 100 millions de Chinois qui sont disséminés à travers le continent africain aujourd'hui et qui mènent des activités. Quel est l'impact donc de cette épidémie sur le bail? Quel est cet impact sur les recettes douanières, mais également sur le pouvoir d'achat des Chinois un peu partout en Afrique? Comment peut-on mesurer l'impact de cette épidémie au regard de ces éléments que je venais donc de citer? La douane, le bail et puis le pouvoir d'achat sur le continent. Alors, si on prend sur la douane déjà, l'impact va dépendre par rapport à nos pays, l'impact va dépendre si vous voulez, des relations commerciales que la Chine a avec chaque pays. Ça, c'est vrai. Parce que vous savez qu'il y a, par rapport aux accords commerciaux qui existent, entre le Cameroun et la Chine, entre chaque pays et la Chine, parce qu'il y a des possibilités où les produits, peut-être les Chinois, peuvent rentrer dans un pays sans droit de douane. Donc, à ce niveau-là, si on est dans ce cas de figure, vous pouvez imaginer que la situation ne va pas trop changer. Tout à fait. Voilà. Maintenant, si nous sommes dans un cas où, effectivement, dans ces accords-là, les entreprises et les produits chinois qui rentrent dans notre pays supportent, n'est-ce pas, des droits de douane, sont imposés au même titre que, effectivement, d'autres pays, d'autres produits, d'autres pays. Je pense à ce moment-là, c'est là où on va voir, effectivement, il pourrait y avoir, n'est-ce pas, une baisse, n'est-ce pas, des recettes douanières, n'est-ce pas, au niveau de ces États-là. Donc ça, il faut regarder, il faut voir la chose de la sorte. Ça, c'est vrai. Maintenant, pour ce qui est du bail, pour ce qui est du bail, je pense que comme au niveau de la Chine, effectivement, il y a, si vous voulez, les frontières sont fermées. Donc ça veut dire que globalement, les Chinois qui sont dans nos pays ne vont pas se déplacer, ne vont pas aller en Chine. Donc si ils ne voyagent, ne se déplacent, ils restent sur place, ça veut dire qu'ils vont continuer, n'est-ce pas, à payer
le bail normalement, à payer leur loyer normalement. Effectivement, mais là où nous avons un peu de l'inquiétude, c'est que les Chinois sont en Afrique pour le commerce et généralement vendent des produits chinois ou bien des produits de l'industrie chinoise. Maintenant que il n'y aura plus le déplacement des produits en Afrique, on risque effectivement d'assister à une situation à laquelle il n'y aura plus de produits et par conséquent, cessation d'activité. Je comprends. Donc, et dans le bail... oui, dans la situation où les entreprises chinoises et les Chinois sont appelés à déposer le bilan. Voilà, surtout dans l'incapacité de faire face, n'est-ce pas, à leurs engagements parce que effectivement leur activité est à la baisse. Tout à fait. Voilà. Oui, effectivement, ça peut arriver comme par ailleurs, lorsque effectivement vous avez lorsque vous n'avez plus assez d'activité, vous avez des difficultés de faire face à vos charges quotidiennes. Tout à fait. Voilà, les plus simples possibles. Et donc, à ce niveau-là, ça va. Mais tout dépend aussi, n'est-ce pas, de l'importance de la communauté chinoise dans chaque pays. Tout à fait. Quel est le niveau, cette importance-là, effectivement, le poids que cette communauté-là a sur, n'est-ce pas, l'activité commerciale et partant, avec les corrects tels que les locations, ainsi de suite, quoi. Donc là aussi, mais je pense qu'on va voir un peu avec la progression, mais si la situation continue, effectivement, ces opérateurs-là risquent de se retrouver dans l'impossibilité de faire face à leurs engagements, à moins que qu'ils soient aussi pour savoir aussi que dans beaucoup de pays, ou bien dans beaucoup de villes aussi, sur le Cameroun, les Chinois qui ont souvent des baux amphithéotiques avec des Camerounais. Oui, ça c'est vrai. Donc, ce qui fait que ils ont des baux amphithéotiques, donc ça fait que bon, ils savent qu'ils sont là peut-être pendant 10 ans, 15 ans. Bon, et voilà. Puis c'était passé, c'était bon. Voilà. D'accord. Par ailleurs, l'Afrique est aussi un marché de consommation pour la Chine. Les matières premières, les produits agricoles et beaucoup d'autres biens commerciaux sont exportés en Chine en vue de leur transformation ou bien de leur consommation. Alors, avec près de 1,4 milliard d'habitants, la Chine se présente comme le plus grand marché de consommation dans le monde. Alors, quel sera donc l'impact ou bien quelle sera donc la part de l'Afrique dans ce grand marché de consommation qu'est la Chine? Alors, effectivement, vous avez beaucoup de pays africains vendent en Chine, mais plus particulièrement, bon, les matières premières, parce que la Chine bien sûr, sur les matières premières. Et vous avez suivi dernièrement, hier par exemple, vous avez suivi que bon, les cours du pétrole sont à la baisse. À la limite, on dirait que les cours ont dégringolé. Voilà. Et donc, et quand vous savez que ce que nous vendons en Chine, ce sont nos matières premières. Tout à fait. Bon, vous imaginez donc que et nos pays, la plupart de nos pays, dont dépendent leurs revenus à l'exportation dépendent de matières premières. Vous pouvez donc imaginer que on risque encore d'assister à une baisse drastique, n'est-ce pas, des cours de matières premières. On a commencé avec le pétrole. Tout à fait. L'OPEP s'est réuni. Je pense que entre les Chinois, entre les Russes et puis les Saoudiens, on ne sait pas, on n'a pas encore trouvé un terrain d'entente. Ça c'est vrai. Le problème persiste, bien entendu. Le problème persiste parce que puisque la Chine consomme une bonne partie de la production mondiale des matières premières. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que et comme les produits n'entrent plus en Chine, ça veut dire que les gens vont se retrouver avec beaucoup de produits et de manière mécanique, on va assister à la baisse des cours. Tout à fait. De manière mécanique, on va assister à la baisse des cours. Tout à fait. Je pense hier, on était presque à moins $40 le baril. Tout à fait. Voilà, et ça, si ça continue comme ça, nous pourrons arriver même à $30 le baril, voire moins. Donc, vous voyez donc l'impact va, vous voyez que sur les économies de nos pays et sur les prévisions que nos pays ont fait, vous voyez que l'impact va être très sensible. Très sensible à la parce vie que nous exportons effectivement beaucoup de matières premières vers la Chine. Et si la Chine ne peut plus recevoir, n'est-ce pas, nos produits, ça va devenir problématique. Tout à fait. Alors, nous avons certainement traité de l'aspect négatif et toujours négatif de cette épidémie. C'est vrai que toute épidémie ou bien toute maladie est négative,
Mais toujours est-il, je voudrais vous poser cette question qui me semble à la limite insolite. Alors, la grande dépendance des économies africaines aux exportations des matières premières, notamment vers la Chine, les rend particulièrement vulnérables à l'épidémie du coronavirus. Toutefois, comment le continent peut-il réorienter sa politique économique pour échapper aux affres de cette épidémie? Quelles sont, selon vous, les astuces que l'Afrique peut à l'instant même développer pour pouvoir échapper à cette brutalité que l'épidémie du coronavirus est en train d'appliquer sur l'économie du continent? Alors, la première, nous l'avions relevé tout à l'heure. Je pense que lorsqu'il y a une crise comme celle-là qui intervient, je pense que c'est souvent aussi l'occasion pour les États de s'asseoir et effectivement de réfléchir autrement. Tout à fait. Et de voir quel peut être le côté peut-être positif d'une telle situation. Et nous pensons que un aspect qui peut être intéressant, c'est quoi? C'est que c'est peut-être le moment pour nos États se dire, bon, ok, essayons de, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, essayons d'industrialiser davantage, n'est-ce pas, nos États pour éviter la dépendance. Tout à fait. N'est-ce pas, la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, qu'on ait un tissu économique qui peut nous permettre de faire face à des chocs comme ce que nous vivons actuellement. Est-ce à dire que c'est le vrai moment de la solidarité économique entre les États africains? Bon, disons que peut-être que les États africains n'ont pas attendu. Je crois qu'avec la ZLECAf, c'est un des instruments pour les États africains de développer aussi la solidarité sur le continent africain. Mais je dis que tel que nous voyons la situation, on peut davantage réfléchir sur l'industrialisation, poser vraiment les bases de l'industrialisation parce que la question ici c'est un problème de dépendance. Tout à fait. Voilà. Parce que pour éviter, n'est-ce pas, cette dépendance-là, pour effectivement répondre à un ensemble de chocs comme ce que nous vivons actuellement. Mais aussi, ça peut aussi être un élément pour nous de chercher à commercer davantage aussi, de développer le commerce intra-africain. Tout à fait. Pourquoi pas? Voilà, de développer le commerce intra-africain. Bon, mais est-ce que cela est possible? Là aussi, c'est une question parce que nous l'avions vu, on l'a vu tout à l'heure, du moment où peut-être un pays voisin a été informé de ce que le virus, il y a des cas. Pour la présence du virus au Cameroun, et la mesure directe a été celle de fermer ses frontières au Cameroun. Donc ça veut dire que la méfiance, elle est vraiment, elle a atteint le paroxysme. Voilà, donc oui, imaginons que, mais je pense que c'est davantage réfléchir à booster l'économie, les économies nationales pour vraiment faire face à ce type de choc-là, pour éviter la dépendance tout azimut vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur. Bon, vous voyez, certain nombre de pays aussi, bon, mais elles ne ressentent pas aussi, n'est-ce pas, les effets sont aussi terribles comme ce qu'on vit dans ce nombre de pays. Mais tout va dépendre, n'est-ce pas, de la propagation et la présence du virus sur chaque territoire. Ça, c'est vrai. Voilà, tout dépendra de la présence et la propagation du virus, n'est-ce pas, dans chaque pays, dans chaque territoire. Voilà, donc c'est un peu cela. Alors, je pense que cette autre question, certainement vous me poserez la question de savoir pourquoi est-ce que je formule une telle question, mais je voudrais savoir, à travers les ventes des kits de protection et les appareils de contrôle, les individus se font de bonnes affaires, et même alors de très bonnes affaires, dans plusieurs pays dans le monde. Alors, dans cette nouvelle forme de business qui est née avec le service médical, dont la demande couronne, la demande est devenue de plus en plus très grande pour ces kits-là. Finalement, ce que l'on gagne vraiment dans ce commerce lié au coronavirus, est-ce que cela n'arrive pas à compenser ce que l'on perd sur le plan des pertes en vies humaines, sur le plan des affaires qui dégringolent? Est-ce que finalement les kits que l'on vend, tous ces matériels-là, parce qu'aujourd'hui c'est tous les pays qui sont appelés à s'acheter des équipements de surveillance, raison pour laquelle finalement je me pose la question, est-ce que le commerce
de vente de matériel sanitaire, les institutions de santé qui abondent ne finissent pas finalement par compenser ce que l'on perd comme dépenses pour lutter contre le coronavirus? Bon, mais je ne pense pas que c'est comme ça, de cette manière-là qu'il faut poser la question, parce que déjà, bon, une vie humaine, lorsqu'on perd une vie humaine, bon, c'est une catastrophe. Tout à fait. Et quand c'est déjà des milliers, comme ce qu'on vit actuellement, c'est encore terrible. Bon, maintenant, on essaie de faire face, n'est-ce pas, à ce virus. Et c'est là, on fait appel à un ensemble, n'est-ce pas, d'acteurs et d'acteurs économiques. Donc, je pense que le problème ici, c'est faire face à ce virus-là. C'est la raison pour laquelle on fait appel, n'est-ce pas, à ces acteurs économiques-là. Tout à fait. Bon, c'est aussi ça, si vous voulez, lorsqu'on est dans des situations de difficulté, il y a toujours ceux qui, je ne dirais pas trouver le compte, mais ceux qui sont là pour assurer réaliser les gains. Peut-être à réaliser les gains, bien sûr. Comme on dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres et parfois leur richesse. Effectivement, bon, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est ça la nature humaine, mais c'est aussi le comportement des acteurs lorsque des situations comme celle-là arrivent. Bon, vous voyez que peut-être ces acteurs-là, peut-être les producteurs, n'est-ce pas, des kits, voilà, bon, les kits de protection. De protection. Si hier, ils faisaient un chiffre d'affaires peut-être de $10, bon, aujourd'hui, bon, le chiffre d'affaires peut être multiplié par 2, par 4. Bon, peut-être qu'il faudra qu'ils attendent encore une autre épidémie pour réaliser un tel chiffre d'affaires. Bon, tout à fait. Bon, malheureusement, c'est souvent la loi de la nature aussi, l'économie aussi parfois marche avec. Donc, bon, mais je ne dirais pas qu'on ne peut pas dire que peut-être que c'est un souhait pour les entreprises, mais il faut bien trouver des solutions pour venir à bout, n'est-ce pas, de la maladie. Et donc, les acteurs économiques du secteur, effectivement, vont réaliser, bien sûr, des chiffres d'affaires. L'autre jour, je suivais, n'est-ce pas, un opérateur économique français, je crois bien, qui disait que la demande est très forte. Tout à fait. Donc, ils ont obligé de recruter, n'est-ce pas, ils avaient hier peut-être 10 employés, surtout avec 30. Naturellement, on a vu dans des supermarchés, voilà, pour faire face, en Chine, en Italie, voilà. On a vu dans les grandes surfaces où les rangs étaient pratiquement interminables pour la demande des kits de protection nasale. Voilà, vous voyez donc pendant que dans ce secteur-là, n'est-ce pas, on recrute, par contre ailleurs, on a plus que les transports. Tout à fait. Les gens vont en chômage. Ce sont des familles qui se trouvent en souffrance. Tout à fait. Malheureusement, on est obligé d'assister à une telle situation. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes rendus au terme de cet entretien avec M. Salah dans le cadre de cette émission Economy First. Nous vous remercions infiniment de votre aimable attention. Je voudrais rappeler que ce jour, nous traitions de la question de l'impact de l'épidémie du coronavirus sur les nations du monde, en particulier les nations africaines et pourquoi pas le Cameroun. Nous avons eu quelques explications assez suffisamment éclairées par M. Salah et nous sommes donc rendus au terme de ce programme. Merci de votre aimable attention. À la prochaine pour une autre édition d'Economy First sur Africa TV. Au revoir.